Bonjour Marine, bonjour Erika. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre spectacle La beauté des sexes? Non. Non, Pas ce matin. ça va pas le Non, faire. désolée. Ça marche. Ok, au revoir. C'est fini. Bienvenue sur le bonus audio de l'émission Parents Live numéro 17. C'est quoi ton genre de parent? Sur l'éducation égalitaire et la lutte contre les stéréotypes filles-garçons. Pour préparer cette émission, j'ai rencontré virtuellement Marine Viennet et Erika Leclerc-Marceau. Elles sont toutes les deux comédiennes et autrices du spectacle La beauté des sexes, dans lequel elles s'interrogent. Comment éduquer à l'équité des sexes? Des extraits de cette interview ont été diffusés lors du direct le 8 septembre. Vous pourrez retrouver ici l'intégrale de cet échange où l'on mixe les questions de parentalité, de féminisme et d'éducation sexuelle. Bonne écoute. Alors, La beauté des sexes, c'est un spectacle, un duo. Donc, on joue toutes les deux, on est toutes les deux sur scène, qui dure à peu près 1 heure et quart, qui est une forme de docu-spectacle. On l'appelle docu-spectacle parce qu'on l'a beaucoup fourni en bouquins, en recherche, en vidéo, en entretien, en articles, voilà. Et puis, on partage beaucoup de ces recherches là pendant le spectacle, autour de la question de comment peut-on éduquer à l'équité des sexes. Même si on ne répond pas concrètement, on ne donne pas des réponses toutes faites clés en main, mais on ouvre sur ces questions-là à l'aide à la fois de nos personnages qui sont aux prises avec ces questions, d'extraits de bouquins, de mise en situation, d'échanges, de modèles de différentes personnes avec qui on a été en lien, qui nous ont parlé de leur façon dont ils ont grandi eux-mêmes en tant qu'enfants d'abord et puis ensuite en tant qu'adultes, à la fois dans les sphères éducatives de l'enfance, de l'école, mais aussi de l'interpersonnel entre amis, puis en grandissant dans les relations de couple aussi, dans les relations amoureuses, et puis dans les relations jusque dans la sphère intime. Voilà, on va aussi jusque-là. Donc, voilà, on en reparlera un peu plus après, mais il y a tout un volet aussi sur la connaissance de notre corps. Et ça passe aussi par plusieurs scènes de cours d'SVT où on essaie de décortiquer dans un cours d'SVT idéal qu'est-ce qu'on aurait aimé nous apprendre quand on était ado par rapport à la connaissance du corps de l'autre, qui pour nous est un des moyens concrets de s'approprier cette question de l'éducation et l'équité des sexes. C'est un sujet qui peut être, on s'est aperçu en le travaillant que ça peut être assez rentre dedans en fait. On a envie que ce soit à la fois drôle et on avait envie d'y mettre de la douceur puis du soin aussi pour qu'il y ait des paroles différentes en fait. J'aimerais que le maximum de personnes puissent se retrouver aussi dans ce spectacle, dans la diversité des paroles qui est portée, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit intersexe, qu'on se questionne, qu'on soit ado, qu'on soit parent, qu'on soit grand-parent. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'important dans ce spectacle qui a une parole diversifiée. C'est quoi qui a suscité cet élan vers cette thématique? Et du coup, si j'ai bien compris, les 3 ans de recherche et d'exploration qui ont été nécessaires pour monter votre spectacle. Un jour, j'ai reçu un coup de fil de mon amie Erika Leclerc-Marceau me disant Marine, suite à tous nos échanges et notre amitié de 10 ans, où on passait et on passe toujours beaucoup de temps à réfléchir à ces questions-là, sur ces questions-là, faisons-en un spectacle. Et au départ, c'était vraiment la question de comment on est femme, qu'est-ce que le féminin, comment on est femme, nous. Donc on réfléchissait beaucoup, et voilà, on échangeait beaucoup autour de ce thème-là, toutes les deux. Comment comment on a été petite fille, comment on a été jeune fille, comment on est jeune adulte, jeune mère, comment se transmet le féminin dans notre éducation à nous et comment on en est là aujourd'hui et qu'est-ce que c'est qu'être femme et tout ça. Et voilà, c'est parti de là. Donc on a commencé à beaucoup échanger, lire. Regarder des vidéos, parler avec des gens, lire des BD, écouter des podcasts, des émissions de radio autour de ça.
Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était un sujet tellement énorme, tellement vaste, avec des ramifications dans tous les sens, qu'on s'est dit, bon, peut-être que si on veut en faire un spectacle, ce serait intéressant de resserrer un petit peu la question. Puis même nous, on avait besoin d'un focus plus précis, quoi. Ce que j'aime dans la posture aussi, c'est que Marine, elle a un garçon qui a 4 ans et il a un grand frère qui est au collège, qui est comme ton beau-fils, on va dire. Et moi, j'ai 2 filles qui ont maintenant 11 et 15. Donc, ça permettait aussi une espèce de complémentarité dans qu'est-ce que c'est accompagner un jeune enfant, qu'est-ce que c'est accompagner des ados, qu'est-ce que c'est accompagner garçons, qu'est-ce que c'est accompagner filles, est-ce que ça change des choses? Moi, je trouve que ça offre aussi un panel assez diversifié. Donc, cette envie-là, elle est née déjà de l'envie de travailler ensemble parce qu'on est super amis dans la vie et que c'est des sujets qui nous passionnent. Et encore une fois, que l'intime, pour moi, il parle à l'universel et que c'est sur ce postulat-là qu'on a envie de partager nos questions et ce qu'on a pu lire, découvrir comme pistes, des pistes qui amènent de l'eau à notre moulin de réflexion, j'ai envie de dire, mais surtout pas des solutions ou des façons de dire « Ah ouais, mais c'est ça la réponse », voilà, juste des questionnements. Et qu'on s'est rendu compte que dans le concret de nos vies, de nos quotidiens, c'est là où c'est là où on avait prise, enfin en tout cas un endroit de prise sur ces sujets-là. C'était effectivement dans nos relations, donc soit avec nos enfants plus petits pour moi et plus ados pour Erika. Et que du coup, en resserrant le sujet autour de comment éduquer à l'équité des sexes, bah, ça nous donnait notre focale, notre point de départ, qui ensuite se réouvre bien sûr dans le spectacle, qui va aussi prendre des départs de pistes d'autres ramifications qu'on développe. Mais après, il faudrait qu'on fasse au moins 6 volets de la beauté des sexes si on voulait aborder tous les sujets, je pense. Pourquoi pour vous, c'est important justement de mettre en lumière les stéréotypes de genre et puis leur implication dans toutes les sphères de nos vies, que ce soit la conjugalité, la parentalité, l'intimité, la sexualité, l'éducation? Qu'est-ce qui, à un moment donné, vous a dit, en fait, c'est de ça qu'il faut qu'on parle parce que c'est ça qui est important pour nous? Les stéréotypes, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est comme si ça vient teinter notre façon de voir le monde. Et c'est comme si c'était des filtres et que si on n'est pas conscient qu'ils sont là, juste on est traversé par ces filtres-là sans voir la réalité telle qu'elle est. Donc pour moi, il y a quelque chose de prendre conscience de je suis traversée de quelles croyances en fait sur les hommes et sur les femmes, juste en prendre conscience. Puis il y a certaines choses qui peut-être me conviennent, puis il y a certaines choses qui me conviennent peut-être pas. Et de pouvoir faire des choix conscients en fait. Pour moi, ce spectacle-là, c'est ça l'idée. C'est de prendre conscience de ce qui nous traverse en étant tranquille avec ça. C'est pas un truc qu'il faut forcément dire « Hey, ça dégage! » Ben, non. OK, juste j'ai envie d'être consciente que comme femme, ben, ça veut dire que peut-être que des fois, je me mets la pression pour dire « Ah ouais, quand le panier de linge déborde, ben, c'est ma responsabilité. » Ben ouais, il y a un panier de linge qui déborde, tout le monde le remplit. Donc, comment on se partage ça dans une maison? C'est à organiser entre nous. Puis peut-être que je vais garder cette responsabilité-là ou pas. Mais en tout cas, d'office, c'est pas ma responsabilité parce que je suis femme de faire le lavage. Ce genre de petits détails, j'ai envie de dire. Par exemple, on a construit une terrasse cet été. Comment on va? Est-ce que si j'avais eu des garçons, on les aurait invités à participer au chantier? Est-ce qu'on a invité les filles à venir voir comment ça se construit une terrasse, à leur partager le plan, comment ça se fait? Et peut-être qu'elles ont de l'intérêt pour ça, et peut-être qu'elles n'ont pas d'intérêt pour ça. Mais juste pas prendre pour acquis que, ah non, mais c'est des filles, elles n'ont pas d'intérêt pour ça. Et de ne pas partir du fait que les recettes traditionnelles, ben, je les apprends à mes filles et du coup, je montre pas à mes garçons à cuisiner. Pour moi, c'est juste ces petites prises de conscience-là. Est-ce que j'ai un ami qui donnait l'exemple de chez eux, ils mangent beaucoup de lapin et c'est lui qui dépece le lapin. Puis il dit, ben, moi, j'ai appris à mes filles à dépecer le lapin. Et après, bon, il y a peut-être des végétariens qui nous écoutent qui sont dégoûtés, mais chacun va faire comme il veut, avec ses repères. Mais juste qu'on parte pas de cette image de j'ai une fille, je fais comme ci, j'ai un garçon, je fais comme ça. Donc, quand je fais le changement d'huile de la voiture, quand c'est le temps de prendre des leçons de conduite,
Moi, je vois par rapport à l'alcool, je posais la question à une amie, on est allé prendre l'apéro, puis je voyais qu'il offrait de l'alcool à son fils qui a 20 ans. Puis à partir de quel âge tu as commencé à prendre un verre avec ton fils? Puis il dit, à partir de 15 ans, je lui offrais de prendre une bière, comme ça. Je me suis dit, ah, bien, ma fille a 15 ans. Mais je voyais qu'il ne ferait pas d'alcool à sa fille, qui, elle, avait 18. Et je me disais, ah, tiens, est-ce qu'on a des représentations aussi de, ah, l'alcool, ça va pour les garçons, mais ça ne va pas pour les filles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a questionnée. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai proposé à ma fille qu'on prenne un verre ensemble pour explorer ce que c'était. Elle l'a déjà fait avec ses copines, je suis certaine, mais aussi parce que je me dis, j'ai envie qu'on puisse se détendre, même à cet endroit-là, dire, OK, qu'on puisse se donner des repères ensemble de qu'est-ce que c'est quand tu prends un verre d'alcool. C'est pas que je veux encourager sa consommation d'alcool, mais juste l'accompagner là-dedans. Pour avoir un peu travaillé sur les stéréotypes, notamment dans la question du racisme systémique, je m'étais rendu compte, en fait, en lisant que les stéréotypes, on en a tous et ils se contrôlent pas. Et ça m'avait vachement déculpabilisé de me dire ça. En fait, c'est quand ça se transforme en préjugé et puis en discrimination que ça a des conséquences. Mais en fait, des stéréotypes, on en a forcément parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça pour catégoriser, cataloguer et pouvoir analyser les choses de façon rapide. Mais les stéréotypes, en fait, c'est normal d'en avoir. C'est pour ça que je trouve que c'est puissant comme approche parce que c'est venir un peu à rebours de ce que intuitivement on ferait et venir un peu s'interroger sur comment j'ai été éduquée, comment j'ai été construit, et puis qu'est-ce que je transmets spontanément, mais que je voudrais un petit peu peut-être faire autrement, ou pas. Hein. En tout cas, les stéréotypes de genre, on voit qu'ils sont partout, tout le temps, et quand on commence à avoir ce prisme-là, finalement, oui. on se dit, ça s'arrête plus. C'est ça. C'est ça, cette prise de conscience, elle est incroyable. Et après, ce filtre-là, au début, c'est très, très fort, même ça prend un peu la tête. Oui. Voir tout le temps ce filtre très, très fort là, qui ne lâche pas et qu'on voit effectivement autant dans le couple, dans les relations d'éducation, dans l'intimité aussi, que c'est partout, mais c'est chouette. Je trouve qu'une fois qu'on a fait cette prise de conscience, effectivement, après, on peut plus se foutre la paix aussi avec les choix qu'on fait. Redécider de faire des choix, d'être dans la case ou d'être à côté ou de réinventer notre case, ou, voilà, mais de comprendre un peu où est-ce qu'on se place et comment on fonctionne. Ça permet de se connaître soi aussi, déjà, je trouve, avant tout. Et puis de pouvoir aller à la rencontre de l'autre avec aussi de la compréhension et de l'empathie sur qu'est-ce que c'est sa posture à lui, d'où elle part, d'où il part pour parler, pour agir. J'ai été marquée par une vidéo qu'on a vue au début de notre recherche. C'était une enquête de la BBC qui avait été faite où ils demandaient à des gens comme ça, lambda, vous devez venir vous occuper d'enfants dans cet espace-là. Et ils avaient habillé un petit garçon de, je sais pas, quelque chose comme 8 mois, 9 mois. Il l'avait habillé en fille, et il avait habillé une fille en garçon. Et il y avait un espace de jeu, en fait. Et il laissait les parents, la personne libre, cette personne lambda, de s'occuper de l'enfant dans cet espace de jeu. Et à peu près systématiquement, on amenait les filles se poser, on amenait des couvertures douces avec des jouets, on les faisait manipuler des poupées, on les amenait vraiment vers un endroit de douceur et de manipulation de petits objets, mais des jeux de représentation de filles. Et le garçon, on l'amenait sur le parcours de motricité, on le mettait sur le cheval à bascule, on le faisait bouger, on l'aidait à apprendre à marcher, à se déplacer. Quand j'ai vu ça, en tout cas pour moi, ça a été un choc. C'est-à-dire que je me suis dit, purée, mais est-ce que j'aurais réagi comment, moi? Je suis pas certaine que j'aurais eu cette conscience-là de ce que je porte, en fait, comme stéréotype de où est-ce qu'on amène une fille, où est-ce qu'on amène un garçon. Et ça a été un point de départ, je trouve. Et sans jugement sur soi, sans dire qu'il faut absolument changer des choses, mais juste prendre conscience de, est-ce que j'ai des comportements parce que j'éduque des filles? Est-ce que j'ai des comportements parce que j'éduque des garçons? Le fils de Marine est venu à la maison, j'ai sorti les petites voitures il y a quelques semaines. Et en même temps, je me disais, OK, ouais, je fais un choix conscient de ça. Il y a de la manipulation à faire. Puis là, on n'a peut-être plus les jeux de petits-enfants qu'on avait. Mais je peux faire des choix conscients. Je peux quand même choisir de sortir les petites voitures, mais je peux sortir aussi un jeu. Voilà, comment on offre de la diversité pour moi? C'est ça la question. Est-ce que vous diriez, vous, qu'il y a un petit peu un avant et un après ce spectacle dans vos relations avec les enfants, dans voilà, des petits trucs dans le quotidien que vous avez fait évoluer? Moi, c'est clair, en tout cas. Et en même temps, c'est parce que je pense que le mouvement est double. Ma fille qui a 15 ans est vraiment là-dedans dans sortir des préjugés, des stéréotypes. Elle a des amis qui se questionnent sur leur genre.
qui ont un corps de jeunes femmes et qui veulent se faire genrer au masculin. Donc, c'est comme si le mouvement, il est double. À la fois, elle apporte ça, puis en même temps, ben, nous, on a fait ces recherches-là. Donc, ouais, il y a clairement des choses qui ont bougé, qui ont changé, en tout cas dans ma façon de les accompagner. Après, je vois qu'elles sont quand même traversées par des trucs hyper fortes de dessins animés, de livres, de ce qui arrive de l'extérieur. On leur offre des choses de filles, en fait. Et c'est comment, moi, comme parent, je peux aussi les questionner sur toi, t'en penses quoi de ça? Puis qu'est-ce que t'as pensé de cette histoire-là? Est-ce que ça te parle, ce modèle-là? Donc, c'est aussi comme on fait avec la réalité telle qu'elle est, mais moi, je vois que ça m'a clairement fait bouger, en tout cas, sur des choix de vêtements, Récemment, ma fille avait une cravate avec une chemise, avec une jupe, avec des grosses boots, puis avec un maquillage, puis je lui ai dit « Ah, j'aime bien ton équilibre masculin-féminin. » Elle me dit « Mais maman, mais qu'est-ce que t'es stéréotypé? Une cravate, c'est pas forcément masculin, puis une jupe, c'est pas forcément féminin. » Purée, ça brasse, hein? Ouh! Mais j'aime bien, en fait, j'aime bien être brassée à ces endroits-là, mais voilà, oui, moi, ça m'a clairement fait bouger. Moi, je dirais que ça a fait bouger dans, comment dire, là où je pouvais être plus radicale avant, peut-être. Maintenant, il y a quelque chose de la nuance, ouais. Essayer de comprendre ce qui se passe et vraiment questionner ma position d'accompagnante, en tout cas pour mon fils, pour être au plus juste, non, sans lui imposer absolument d'être non-genré ou d'avoir que du rose ou de absolument pas choisir du bleu ni des dessins animés de ninja. Parce que ça serait trop garçon et donc il faudrait... Enfin voilà, je pense que je pouvais être avant dans quelque chose de trop à l'inverse et que là d'avoir réfléchi, malaxé toutes ces matières, ça me permet de trouver un endroit en tout cas où je suis en mouvement dans ma posture d'accompagnante et j'essaie de rester proche de ses envies, de ce qu'il est, là où il vibre, en même temps, tout en lui proposant toujours plein de choses différentes. Oui, voilà, je dirais ça. Je dirais que ça m'a apporté de la nuance. Et pour vous, en tant que parent, c'est quoi un peu le défi par rapport à l'équité des sexes? Pourquoi il y a un enjeu pour vous à cet endroit-là dans l'éducation des enfants? Concernant l'équité des sexes, si on commence à avoir ces filtres-là, en lisant, en échangeant autour de ça, on peut rapidement aller dans une fermeture dans l'autre sens. C'est-à-dire, non, absolument, ma fille est une... Je ne t'offrirai pas de poupée princesse et tu n'auras pas de robe ni de paillettes ni de licorne parce qu'il faut rester ouvert et tout ça, mais du coup d'être dans un diktat à l'opposé. Moi, je trouve que ça peut être en tout cas un défi de rester dans l'ouverture à la diversité, à l'écoute des envies des enfants. Et comme disait Erika aussi, effectivement, de discuter, d'échanger autour des différents modèles qui sont proposés, des choses qui touchent, pourquoi ça nous touche, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce qui nous fait envie. Et d'amener aussi les enfants à petit à petit avoir conscience de pourquoi ça leur plaît. Moi, je vois l'importance d'avoir des modèles diversifiés, en tout cas dans cette éducation-là, qui puissent voir tout ce qui est possible de devenir. Et que ces modèles-là, idéalement, il y en aurait qui seraient dans les stéréotypes, il y en aurait qui seraient hors des stéréotypes. Et que tout ça, c'est un accompagnement. Parce que sinon, on a les filtres devant les yeux et on trace sans se rendre compte de ce qui est là, quoi, de ce qui est des croyances qu'on porte et qu'on les transmet à nos enfants et qu'ils les transmettent à leurs enfants. Donc, pour moi, c'est juste des prises de conscience pour aller vers de l'évolution et sentir plus de liberté à l'intérieur pour qu'on puisse devenir qui on a envie d'être vraiment plutôt que de continuer à perpétuer des croyances qui n'ont pas forcément lieu d'être ou peut-être que si, mais en tout cas qu'on a le choix là-dedans. Donc, il y aurait la question à la fois d'éduquer des enfants qui puissent se sentir d'être libres de qui ils veulent être et qui peut être aussi tolérant pour les personnes qui seraient différentes. Carrément. J'ai une anecdote rigolote par rapport à ça. Donc, le grand frère de mon fils, il est vraiment dans un rapport à son genre très tranquille. Donc, voilà, il écoute ce qu'il a envie à un moment donné. Donc, des fois, donc il a les cheveux assez longs, blonds. Puis des fois, il met du vernis. Puis des fois, il s'habille en rose. Des fois, en bleu. Des fois, il met des shorts. Des fois, il met des t-shirts, des paillettes. Enfin, voilà, il est dans un truc très tranquille par rapport à ça et par rapport à comment il est. Moi, je le sens plutôt
dans une belle souplesse et une tranquillité. Et l'autre coup, on va au cinéma. Et il demande où sont les toilettes. Donc, la dame, je ne savais pas, lui indique les toilettes filles. Donc lui, il décide d'aller du côté des toilettes garçons. La dame le rattrape en courant en disant Mademoiselle, mademoiselle, c'est pas de ce côté. Et lui, avec justement par rapport à ce qu'on disait juste avant, il lui dit ah mais non, mais en fait je suis un garçon. Mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et j'ai trouvé ça hyper doux qu'il réagisse comme s'il la rassurait, que c'était pas grave si elle s'était trompée, que de toute façon pour lui ça n'avait pas d'importance et vraiment qu'elle se sente pas mal à l'aise de s'être trompée de genre et je trouvais que c'était vraiment beau dans effectivement mettre de la douceur et inviter à dédramatiser aussi ça quoi. J'allais dire, c'est pas comme si elle le dévirilisait, mais alors de dire ça, c'est encore pire, en fait. Mais je me sens pas attaquée parce C'est que ça. on m'aurait mégenrée, du coup. Oui, c'est ça. Et qu'effectivement, du coup, on sort de ce rapport être reconnu par son genre et par les caractéristiques de son genre auxquelles on s'attache. Il y a un moment dans la beauté des sexes où on réfléchit à qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin, et à l'aide de mots, et on essaie de classer, de faire des cases bien définies, mais en fait, on n'y arrive finalement jamais. Et justement, ce côté, quelle est la question de la virilité, je trouve que c'est une bonne question parce que moi je me sens souvent plus virile que mon amoureux par exemple que je sais pas si c'est une question de case, c'est une question de comment on se sent, comment on est bien avec telle ou telle qualité d'être ou de faire ou d'agir et qu'effectivement d'amener de la nuance et de la souplesse là-dedans ça permet d'être tranquille et de pas le prendre contre soi quand on nous dit madame alors qu'on est un garçon. Qu'on puisse être homme comme on a envie d'être homme, puis qu'on puisse être femme comme on a envie d'être femme. Et si on a envie d'être ni l'un ni l'autre, hein, fuck. Ah ben là, carrément, ça, c'est la base, ouais. C'est la base. Alors, il y a la question qui tue, la question à 1000 euros. Quel lien vous faites entre féminisme et parentalité? Comment vous, ça se rejoint, ces deux espaces de votre vie, enfin, ces deux sphères qui ont l'air du coup importantes? Erika, elle fait quoi la mère féministe quand sa fille, qui attend à l'arrêt de bus, se fait agresser? Ça, c'est un extrait texto du spectacle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va aller s'entraîner à comment on fait quand on est un parent, une mère féministe. Dans le spectacle, on s'essaye, en fait. On s'entraîne. Donc, le lien, pour moi, c'est ça. C'est comment on va aider nos enfants, entre autres, en s'entraînant, en les accompagnant, en les préparant à ce qu'ils vont entendre. Comme fille, si tu te fais dire hey, voilà, Zouz, t'as les tétons qui pointent, tu veux Ken ou quoi? Comment on va les préparer à ça? Et je pose la question à Marine. Marine, ouais, mais rappelle-toi, on pourrait peut-être s'entraîner sur ta tante à Noël. Tu te rappelles quand Jonas avait reçu un landau rose et que ta tante avait passé un commentaire, tu te rappelles de ça? On peut peut-être s'entraîner là-dessus. Donc, on essaie concrètement, en tout cas dans ce spectacle-là, de s'entraîner, d'accompagner nos enfants, sachant qu'il n'y a pas de réponse toute faite, toute prête. Comment on peut essayer des choses différentes puis trouver ce qui nous convient ou pas. Sur la question du féminisme, parce que c'est aussi une question qu'on aborde dans le spectacle et c'est une question qu'on a beaucoup brassé forcément. Bien sûr que c'est un spectacle féministe, bien sûr que nous avons un endroit de réflexion féministe. Alors après, féministe, ça peut vouloir dire plein de choses et ça peut être parfois aussi enfermant, comme toutes les cases, pour moi en tout cas. C'est rigolo, j'entendais sur France Culture, là, il y avait une suite de podcasts sur Olympe de Gouges. Il rappelait que c'était donc une femme engagée pour, entre autres, les droits de la femme et de la citoyenne. Quelqu'un d'assez incroyable et d'important, mais qui a été beaucoup controversé parce que modérée. Et il disait que c'était une femme je crois que les mots, c'était un féminisme radicalement modéré. Il y a quelque chose, moi, qui me parle à cet endroit-là aussi. En tout cas, dans la nuance dont je parlais tout à l'heure, dans le féminisme qui fait équipe et pas le féminisme qui exclut. Même si je pense vraiment que chaque type de féminisme a sa place et fait son morceau de puzzle pour construire des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'être ensemble. Simplement, moi, la place que je prends, et je parle pour toi, Erika, aussi,
des échanges qu'on a pu avoir en tout cas, disait vraiment notre envie de trouver un endroit où on a du pouvoir d'agir en étant en équipe avec tous les êtres humains, quoi, sans forcément faire une dissociation et exclure un type, un genre ou l'autre. Ouais, moi, ce que j'aime dans notre spectacle, c'est qu'on s'intéresse, par exemple, à la connaissance du corps des femmes, on s'intéresse aux hormones et on s'intéresse aux hormones féminines et on s'intéresse aux hormones aussi masculines. Les hommes sont traversés par des cycles hormonaux de testostérone notamment. Et dans le cours de SVT qu'on aurait rêvé d'avoir ado, il y aurait eu ces informations-là aussi. Qu'est-ce que c'est notre réalité comme femme, notre cycle menstruel, il nous impacte dans notre façon d'être au quotidien. Et les hommes sont aussi impactés par leur cycle hormonal. Et comment, en se connaissant mieux, on va pouvoir mieux se comprendre. Et pour moi, le féminisme, il est aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire, viens voir sur ma colline, en fait, ce qui se passe. Viens voir comment c'est un syndrome prémenstruel, comment c'est tendu dans mon corps, puis comment c'est facile de péter des câbles à cet endroit-là de mon cycle. Et qu'il y a d'autres moments où je vais être pleine de désir, pleine d'empathie parce que je vais être dans la phase d'ovulation et que là, les hormones sont à leur comble. Mais que toi aussi, comme homme, il se passe des choses, en fait. Quand la testostérone commence à chuter et que tu vas être dans l'andropause, il va y avoir une réalité qui ne sera pas si évidente. Et comment tu vas être accompagné là-dedans? Parce qu'il y a encore très peu d'informations sur le sujet. Et comment on va pouvoir se comprendre mutuellement? Pour moi, c'est comme ça que le féminisme va avancer, en fait. C'est ensemble. On a besoin des hommes aussi pour avancer. On a besoin des femmes. On a besoin des gens qui se questionnent. Mais faisons équipe ensemble. Et donc, invitons nos enfants à cette curiosité-là d'aller découvrir comment ça marche chez la personne qui n'a pas le même sexe que nous, par exemple. J'ai une amie qui a un garçon qui est ado et elle disait, pour moi, c'est important qu'ils comprennent le fonctionnement du cycle menstruel comme homme. Qu'est-ce que c'est le sens des règles? C'est pas juste du sang qui coule. Et qu'ils puissent avoir des repères sur ce qui se passe aussi et que c'est aussi ça, je trouve, une meilleure connaissance de chacun. Et est-ce qu'on va voir du côté, comme jeune fille, est-ce qu'on va voir du côté des jeunes garçons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est avoir de la testostérone comme ça dans un tapis là, qui monte, qui monte, qui monte? Comment on va pouvoir avoir de l'intérêt pour ce qui se passe pour l'un et pour l'autre? Quelle est la conversation que vous n'avez jamais eue ado avec les adultes sur la sexualité et les relations amoureuses et dont vous auriez eu besoin? Alors moi, personnellement, quand j'étais ado, j'avais ma maman ou mon papa, les deux ensemble, je crois, m'avait acheté un bouquin sur la sexualité, les relations amoureuses, tout ça. Il me l'avait acheté quand j'avais 13 ans, c'était marqué à partir de 14 ans, alors j'attendais. Et puis après, je l'avais quand même regardé avant d'avoir 14 ans. J'étais tellement contente d'avoir bravé cet interdit. Et, et du coup, il y avait vraiment, vraiment, je me souviens, un grand endroit de curiosité et en même temps, une envie forte d'en parler. Donc, j'en parlais avec mes amis. Mais je ne me souviens pas d'avoir vraiment la possibilité d'échanger avec des adultes sur ce sujet-là. Parce qu'avec ça me faisait pas très envie d'en parler avec ma mère. Enfin, je me rappelle quelques fois où elle m'avait parlé. Elle m'avait dit qu'est-ce que c'est le clitoris, à quoi ça sert et où est-ce qu'il se situe. Oh, j'ai été gênée, mal à l'aise, mal au ventre pendant une semaine rien qu'à repenser à cette conversation. Donc non, je pense que c'était pas l'endroit là où j'attendais, mais peut-être que j'aurais aimé qu'ils me proposent ou qu'ils ouvrent la porte vers, je sais pas moi, une relation avec un autre adulte référente avec qui j'aurais pu échanger à ce sujet-là, qui ne soient pas mes parents, peut-être. En tout cas, de savoir que je pouvais en avoir la possibilité pour effectivement échanger sur l'excitation, sur qu'est-ce que c'est que le désir, qu'est-ce que c'est qu'être amoureux, qu'est-ce que c'est que s'embrasser, qu'est-ce que c'est que avoir envie ou pas, dire non, comment on dit non, à quoi ça ressemble quand on a envie de faire l'amour, enfin, je sais pas, qui c'est les garçons, comment ils vivent, qu'est-ce qui se passe dans leur corps à eux, enfin toutes ces questions-là, quoi, pour moi en tout cas était difficile de poser à mes parents, voilà, parce que trop gênant. Moi, j'ai l'impression d'avoir pas de bouquin, pas de conversation vraiment. Ma mère était certainement ouverte à en parler, mais comme disait Marine, je crois pas que j'avais ni le courage ni l'envie d'en parler avec elle, en fait.
Et je crois que j'aurais aimé avoir plus de livres, plus d'infos pour pouvoir aussi quelque chose comme avoir des références, mais aussi avoir le sentiment d'explorer par soi-même un peu, quelque chose comme ça. L'envie de faire ses propres repères peut-être et en même temps d'échanger plutôt avec des cousines, des amis. Je me rappelle le jour où ma cousine m'a expliqué comment on embrasse en mimant avec ses mains et ses doigts. Et j'ai une image très claire de ça. Et ouais, ça m'a manqué, moi, ado, en tout cas, de pouvoir avoir ces discussions-là. Et c'est pour ça que dans le spectacle, on propose le cours des SVT qu'on aurait rêvé d'avoir ado. Et aujourd'hui, il y a une multitude d'ateliers, je pense entre autres au cyclo-show qui existe pour comprendre le cycle menstruel, aux ateliers. Je vois que Margot Filiosa, la fille d'Isabelle Filiosa, a monté des ateliers et a fait un super bouquin qui s'appelle Sexpérience, qui répond à plein de questions avec des dessins. C'est quelque chose, c'est pas prise de tête, c'est simple, c'est clair. Moi, c'est un bouquin que j'ai laissé dans la chambre de ma fille, comme ça, elle le prend pas, elle n'a pas à venir le chercher dans le salon, dans la cuisine. S'il est sous son lit, ça lui appartient. Elle a de la liberté sur l'utilisation de ce livre-là. Voilà. C'est marrant, me revient une interview que j'avais fait avec une de mes nièces, donc qui avait 15 ans, qui était très, très intéressée par ce sujet-là des questions de genre, de rapport à son corps, au corps de l'autre et tout ça, et qui me disait qu'elle faisait des interviews dans la cour avec sa bande d'amis mixtes d'ailleurs, filles-garçons. Ils avaient une bande là qui enquêtait, où ils faisaient des enquêtes. Donc ils allaient voir les gens, les copains dans la cour pour leur poser des questions par rapport notamment à la sexualité, au genre, et à comment ils définissaient. Puis je me rappelle, une question, c'était est-ce que tu te masturbes, enfin, est-ce que tu as un rapport d'autosexualité? Oui, non. Est-ce que tu en parles? Et du coup, elle me disait, le résultat, c'était en gros, tout le monde le fait, mais qu'il n'y a que les garçons qui en parlent parce qu'il y a vraiment un gros tabou au niveau de la masturbation féminine. Et pour répondre à ta question sur la conversation que vous n'avez jamais eue ado avec les adultes, ça vraiment, moi, c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé, jamais, jamais, jamais. Et donc, je pensais que c'était pas possible. Personne ne m'a dit que c'était interdit ou que c'était sale, mais tellement il n'y avait aucun endroit où on pouvait en parler. C'est devenu quelque chose de très tabou et qui n'est pas, en tout cas à mon époque d'adolescente, qui n'était pas du tout tabou pour les garçons. C'est quoi le truc sexiste du quotidien qui vous désespère vraiment? Là, ma fille s'est fait, dans le buste, elle s'est fait dire des choses qui étaient vraiment habillée comme ça, tu devrais aller travailler sur les trottoirs, viens me rejoindre sous la douche, elle s'est fait traiter de salope. Et je me dis, ça passe pas en fait. Ça, moi, ça, c'est un truc, en tout cas, je me dis, je suis en capacité de comprendre que ces jeunes-là, peut-être, ont besoin d'attention, ils ont besoin de faire leur place, et en même temps, on est en lien avec ces parents-là pour donner des repères aussi. Ouais, ok, mais pas comme ça, en fait. Donc, ça a demandé des discussions entre voisins parce que c'est ça, hein, c'est la réalité, c'est que c'est les voisins parce qu'ils prennent le même bus. Donc, waouh, je dirais que ça a été un sacré défi de gérer ça aussi. Comment on fait pour se faire entendre et en même temps, les autres ont des garçons puis ils sont sur une représentation de ce que c'est les filles. Ça, j'ai trouvé ça très, très difficile. Et je vois que dans une sphère peut-être plus intime, comme la pression que je peux me mettre sur le regard extérieur de ce qu'on mange quand on reçoit des amis, de ménage qui est fait ou qui n'est pas fait. Je vois qu'il y a des endroits de moi qui se racontent que c'est moi comme femme qui est responsable de ça et qu'on peut poser un regard sur ça. Et ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve d'avoir encore cette grille de lecture qui est là et que ça fait partie d'eux. Donc, c'est un travail. Voilà. Moi, il y a quelque chose autour de la prise de parole, d'une forme de hiérarchisation, je dirais, des sujets de conversation qui seraient plus importants. Enfin, ceux qui sont ordinairement portés par les hommes auraient plus de place et du coup créeraient le silence autour quand on parle de... J'ai comme la sensation de sentir que régulièrement dans des tablés mixtes, il y a, et même entre copains, quoi, il y a un moment donné où le focus se fait beaucoup plus sur les conversations entre hommes et sur des sujets de société, des sujets un peu extérieurs, des sujets politiques, des sujets globaux, et que ça prend vite beaucoup de place et que les sujets plus avec d'autres sensibilités
plus intimes ou plus moi, comment tu vas, où est-ce que t'es, comment tu te sens, ont plus de mal à prendre de la place, quoi. Mais c'est en réflexion, c'est une réflexion que je me faisais hier. Et voilà, j'essaie d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe à cet endroit-là. Est-ce que c'est vraiment lié au genre? Est-ce que c'est lié aux personnes? Est-ce que effectivement, il y a encore beaucoup, je vois chez des amis même l'homme qui se met en bout de table et qui parle beaucoup et qui prend beaucoup de place. Et voilà. Ou alors, est-ce que c'est genré ce truc-là? Est-ce que c'est une question de qui a le pouvoir à quel moment? Ce qui m'intéresse là, en ce moment, c'est le filtre de la parole, de la communication, de l'échange et à quel endroit il y a des inégalités aussi dans la répartition de la parole. C'est quoi la première chose que vous aimeriez voir évoluer par rapport à l'équité des sexes? S'il y avait un truc à choisir, une priorité, ce serait quoi pour vous? Moi, je vois, il y a une chose qui a beaucoup avancé, je trouve, quand même, avec MeToo, c'est cette prise de conscience du consentement, en fait. Et pour moi, dans cet enjeu-là, il y a apprendre à dire un non ferme, entendable. Non, ça peut être une phrase complète. Et un autre enjeu qui serait entendre le non. Que derrière le non, il n'y a pas forcément un oui qui est caché. Comment on va faire pour s'entendre sur t'as envie, t'as pas envie? Et que ça peut être vraiment, on peut le penser en termes de sexualité, c'est peut-être la première chose qui me vient en tête, mais que il y a aussi des enjeux on parle de communication, d'enjeux de pouvoir les uns sur les autres. Comment on va faire pour s'entendre, en fait? Ça me fait envie, ça me fait pas envie, j'entends que tu as envie, j'entends que tu n'as pas envie, et de respecter la limite de chacun, de respecter où en est chacun, quelque chose comme ça. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse avancer là-dedans, puis qu'on puisse avancer avec du plaisir d'avancer là-dedans aussi. Parce que quand on voit mon oui, c'est un vrai oui, c'est tellement plus agréable d'avancer puis quand mon non peut être entendu, il y a de la douceur là-dedans, puis que comme homme aussi, j'ai envie de pas juste mettre le stéréotype de c'est les femmes qui doivent apprendre à dire non, puis c'est les hommes qui doivent apprendre à entendre un non. Qu'à certains endroits aussi, ben peut-être que ça s'inverse, c'est clair, puis peut-être même dans la sexualité, probablement juste dans la sexualité aussi, clairement. Donc voilà, c'est comment on va pouvoir dire et entendre un non. Pour moi, c'est un des sujets d'avancée que j'aimerais voir avancer. Même si on a beaucoup, mais s'il faut en choisir un, celui qui me vient, moi, ça serait vraiment ce qu'on a déjà abordé, mais une plus grande compréhension et un accès à la compréhension du fonctionnement de son propre corps et du corps de l'autre. Je vois combien, moi, ça m'a ouverte là ces dernières années, déjà de comprendre comment je marche pour se comprendre soi-même et comprendre comment on réagit du coup, dans quel système on est, dans quelle phase on est et qu'est-ce qui se passe, quoi, et comment on peut avoir du coup de la prise sur ça. Et pareil pour le corps de l'autre dans les deux sens. Pour moi, c'est vraiment une des pistes de lien, quoi, de lien de lien équitable, de lien de compréhension, de lien de respect, d'écoute possible. Et du coup, forcément, d'avancer, du coup, de faire des petits pas, mais ensemble, à partir de ce moment-là où on comprend comment l'autre fonctionne, où il en est, où elle en est, qu'est-ce qui se passe dans son corps. Un immense merci à Marine et Erika pour ce riche échange. Après ça, vous avez plein de bonnes raisons pour courir découvrir ce spectacle, dont l'actualité est à retrouver sur Facebook, La Beauté des Sexes. Le lien vers le Padlet, qui répertorie toutes les ressources du spectacle, est à retrouver dans le descriptif du podcast. Vous pourrez réentendre Erika prochainement dans la conversation Parents Live numéro 2 qui sortira fin septembre. Et bien sûr, retrouvez Marine et Erika sur les planches. Le vendredi 1er octobre à 20h à Voray dans le 43, le lundi 11 octobre à 20h à Condal dans le 71, le mardi 12 octobre à 20h à Lens dans le 71, le mercredi 13 octobre à 18h au Creusot dans le 71
Si vous souhaitez faire tourner le spectacle, contactez les productions SEM, info@production-sem.com. Toutes les productions Parents Live sont quant à elles à retrouver en ligne sur parentslive.fr et sur YouTube, ainsi que les plateformes d'écoute Spotify, Deezer et Google Podcast. Et puis surtout, suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook @parentslive.fr. On vous embrasse, à très bientôt. On peut aller se remettre en pyjama là?